Ils l'humilièrent devant tous pour ses vêtements simples et la couleur de sa peau. Une erreur qui coûterait leur emploi, leur réputation et leur dignité à chacun d'eux. Ils ignoraient que cet homme âgé était sur le point d'acquérir le monde qu'ils vénéraient tant. « Sortez de ma concession, tout de suite !» La voix de Julien, le vendeur, trancha le silence feutré du showroom. Antoine, un homme de 72 ans, restait immobile à l'entrée, sa silhouette élancée, encadrée par la porte vitrée. L'air conditionné soufflait un vent glacial, mais l'hostilité était encore plus froide. Les yeux de Julien parcoururent les vêtements modestes d'Antoine. Une chemise de flanelle usée, un pantalon de serge délavé et des chaussures qui avaient connu des jours meilleurs. Un sourire narquois se forma au coin de ses lèvres. « Vous n'avez pas entendu, monsieur? Ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. » Quelques clients, vêtus de marques de la tête aux pieds, s'arrêtèrent pour observer. Leur regard était un mélange de curiosité et de dédain. Personne n'intervint. La gêne planait dans l'air, lourde et palpable. Antoine se contenta de lever le menton, son regard calme et fixé sur la voiture de sport rouge qui brillait sous les lumières du showroom. La directrice, Sophie, s'approcha, ses talons aiguilles claquant sur le sol de marbre. Elle ne regarda pas Antoine, mais Julien. « Quel est le problème ici? Ce monsieur insiste pour entrer. Je lui ai déjà demandé de partir. » Ce n'est qu'alors que Sophie se tourna vers Antoine. Son regard fut celui d'une évaluation de bétail, rapide et dépréciatif. Elle vit un homme noir, âgé et, dans son esprit, pauvre. Un problème à écarter. Elle s'approcha, sa posture altière. « Monsieur, s'il vous plaît, ne nous forcez pas à prendre des mesures désagréables. » La menace était claire. Sophie saisit le bras d'Antoine. Le contact fut ferme, un ordre muet. « Je vous le dis une dernière fois. Sortez. » Le visage d'Antoine resta impassible, mais ses yeux sombres prirent une nouvelle intensité. Il ne réagit pas, ne retira pas son bras. Il se contenta de regarder sa main, puis son visage. Comment pouvait-il savoir qu'ils expulsaient le propriétaire de tout cela? Comment pouvait-il imaginer que ce contact scellait le destin de tous dans la pièce? Cette histoire d'humiliation ne fait que commencer et la vengeance sera inoubliable. Le contact ferme de Sophie sur son bras ne lui fit pas mal, mais il ranima une mémoire ancienne, une braise assoupie sous des décennies de cendres. L'odeur du cuir des voitures, le scintillement du marbre, tout disparut. Pendant un instant, Antoine n'était plus dans le showroom. Il était de retour dans un petit atelier poussiéreux, 40 ans plus jeune, l'odeur de graisse et de métal chaud dans l'air. Son épouse, Émilie, était là, ses yeux brillants plus que n'importe quel phare. Il tenait en main un projet dessiné à la main, une ébauche grossière d'une pièce de moteur innovante. « C'est ça, mon amour, » dit-il, la voix pleine d'un espoir presque palpable. « Ça va tout changer. Nous construirons notre empire, brique par brique, à partir d'ici. » Émilie lui toucha le bras, un contact doux, plein de foi. « Je sais que nous y arriverons, Antoine. Je n'en ai jamais douté. » Ce contact était son carburant. Ce moment, le fondement de tout. Le décor changea, comme un film mal monté. L'atelier fit place à un bureau moderne, avec des murs de verre et une vue panoramique sur la ville. Antoine, un peu plus âgé, était de l'autre côté d'une table en acajou. Face à lui, un investisseur en costume coûteux, l'homme qui avait promis de propulser sa petite entreprise au niveau supérieur. « Je suis désolé, Antoine, » dit l'investisseur avec une froideur qui glaçait l'âme. « Le conseil a décidé que votre vision ne s'aligne plus sur celle de l'entreprise. »« Ma vision? Cette entreprise est ma vision !» répliqua Antoine, le choc cédant la place à la colère. L'homme sourit, un sourire sans chaleur. « Elle l'était. Maintenant, elle est nôtre. Soyons honnêtes, des gens comme vous n'appartiennent pas à ce monde. Vous avez été l'échelle, mais nous sommes déjà au sommet. » Il fut expulsé de sa propre création, les mots de l'homme résonnant à ses oreilles. La trahison fut un coup physique, lui coupant le souffle. La scène se dissout de nouveau. Antoine était assis dans sa vieille voiture, à l'extérieur du bâtiment qui fut un jour le sien.
L'humiliation était un poison coulant dans ses veines. Il regarda ses propres mains, les mêmes mains qui avaient dessiné les projets, qui avaient réparé les moteurs, qui avaient bâti un rêve. À ce moment-là, sous la lumière blafarde d'un lampadaire, il fit une promesse silencieuse. Pas au monde, mais à lui-même. Il se relèverait. Il construirait quelque chose de si vaste, de si inébranlable, que personne, jamais plus, n'aurait le pouvoir de le rabaisser ou de l'expulser. Il ne serait plus l'échelle de personne, il serait le bâtiment tout entier. « Vous êtes sourd, monsieur ? Je vous ai dit de sortir !» La voix acerbe de Sophie le ramena au présent avec la brutalité d'un coup de poing. L'humiliation était la même, le mépris était le même. Mais l'homme qui le recevait ne l'était pas. L'Antoine d'il y a 40 ans ressentit douleur et choc. L'Antoine d'aujourd'hui ressentit le poids froid et calme de la résolution. Ses yeux, avant seulement observateurs, étaient désormais ceux d'un chasseur. La mémoire ne l'affaiblit pas. Elle aiguisa sa détermination comme une lame. Le jeu avait commencé. Dehors, l'air de la ville était lourd. Mais pour Antoine, il semblait plus respirable que l'atmosphère raréfiée et hostile du showroom. Le soleil de l'après-midi se reflétait dans les fenêtres miroitantes des gratte-ciel, l'aveuglant un instant. Il s'assit sur un banc de béton, de l'autre côté de la rue, le showroom de luxe, parfaitement dans sa ligne de mire. La colère initiale, la piqûre de l'humiliation, commença à se dissiper, remplacée par quelque chose de plus profond. Un désir mélancolique. Ce n'était pas encore la vengeance. C'était quelque chose de beaucoup plus personnel. La voiture, cette sportive rouge, en édition très limitée, n'était pas qu'un amas de métal et de fibres de carbone pour lui. C'était un fantôme. Des années auparavant, l'une de ses entreprises technologiques, une filiale anonyme de son vaste conglomérat, avait développé le système de télémétrie et l'interface logicielle qui était devenu le cœur de ce véhicule. Il avait participé à certaines des réunions de conception initiale, un milliardaire déguisé en consultant technique, juste pour le plaisir d'être proche de l'ingénierie, sa première passion. Il se souvenait d'avoir dit à Émilie, peu avant qu'elle ne décède, qu'un jour il achèterait le premier modèle sorti de la chaîne de production comme un hommage silencieux à l'atelier où tout avait commencé. C'était un rêve, une boucle qui se refermait. Il plongea la main dans sa poche pour prendre son téléphone portable et appeler son assistant, Lucas. Ses doigts ne trouvèrent que le contour lisse d'un vieil appareil, un modèle simple qu'il utilisait par habitude. L'écran était noir, plus de batterie. Un rire sec lui échappa. L'homme qui possédait l'une des plus grandes entreprises technologiques du monde ne pouvait pas passer un simple appel. Il regarda la concession. Le désir d'entrer, de désigner la voiture et de l'acheter était presque une nécessité physique. Il se leva, la décision prise. Il n'avait pas besoin de Lucas. Il était Antoine Morgan. Son nom, pensa-t-il, devrait suffire. Il traversa de nouveau la rue. Sa silhouette élancée avançant avec une détermination renouvelée. Il ne renoncerait pas à un rêve à cause de l'ignorance de quelques employés. Il réessayerait, calmement, logiquement. Il voulait juste voir la voiture. Dès qu'il poussa la porte vitrée pour la deuxième fois, Julien l'intercepta avant même qu'il ne puisse faire un pas. Le jeune vendeur semblait se délecter de la situation. « Regardez qui est de retour !» dit Julien, la voix assez forte pour attirer de nouveau l'attention de tous. « Je crois que papy a oublié sa canne, ou peut-être est-il venu demander l'aumône. » Antoine l'ignora, essayant de le contourner. « Avec votre permission, jeune homme, je veux juste parler à la directrice à propos de la Stallion 77. » Julien lui barra le chemin, la poitrine bombée. « La Stallion 77 ? Vous n'avez même pas l'argent pour un pneu de vélo. Pourquoi n'allez-vous pas chercher un endroit pour faire une sieste ?» La moquerie était désormais un spectacle. Un couple qui auparavant regardait avec dédain riait maintenant ouvertement. L'humiliation devenait un divertissement. « Je ne demande rien », dit Antoine, sa voix basse et ferme, un rocher contre les vagues de sarcasme. « J'informe que je suis un client potentiel. » Sophie réapparut, le visage un masque de fureur contenu. Elle marcha vers eux.
Le son de ses talons un présage de la tempête. « C'est incroyable » siffla-t-elle, le venin dans chaque syllabe. « Je n'ai pas été assez clair. »« Votre clarté fut impeccable » répondit Antoine, sans s'altérer. « Votre éducation, en revanche, laisse à désirer. J'ai un intérêt pour cette voiture. » Sophie laissa échapper un rire forcé et désagréable. « Intérêt ? J'ai aussi un intérêt à acheter une île dans les Caraïbes, mais il faut rester à sa place, n'est-ce pas ?» Elle se pencha, le visage à quelques centimètres du sien. « Si vous ne quittez pas cette propriété dans exactement 1 minute, j'appellerai la police et je m'assurerai qu'ils vous arrêtent pour intrusion et trouble à l'ordre public. Ai-je été clair maintenant ?» La défaite fut minime, mais la douleur aiguë. Il fut expulsé non pas 1, mais 2 fois. La menace d'arrestation planait dans l'air. Il regarda la voiture rouge une dernière fois, le symbole de son rêve, maintenant entaché par la laideur de ce moment. Il se retourna et sortit, le rire de Julien le suivant comme un chien enragé. Assis de nouveau sur le banc de la place, le poids des décennies sembla s'abattre sur ses épaules. La voix de Sophie se mêla à celle de l'investisseur qui l'avait trahi des années auparavant. « Des gens comme vous n'appartiennent pas à ce monde. Il faut rester à sa place. » Les mêmes mots, les mêmes visages du préjugé. Un doute froid et insidieux commença à s'insinuer dans son esprit. Peut-être avait-il raison, peut-être était-il trop vieux pour cela. Que cherchait-il à prouver? Il avait déjà tout. Argent, pouvoir, un empire qui fonctionnait sans lui. Pourquoi se soumettre à cette humiliation pour un morceau de métal, pour un souvenir? L'image d'Émilie, souriante dans cet atelier poussiéreux, lui apparut à l'esprit. Elle n'aurait pas cru en un homme qui abandonnait. Mais la douleur de ce mépris public était réelle, corrosive. Il ressentit l'impulsion de simplement partir, de prendre un taxi, de retourner dans son penthouse silencieux et d'oublier que ce jour avait même eu lieu. Oublier la voiture, le rêve, la promesse. Ce serait si facile. La paix en échange d'un peu d'orgueil blessé. Il ferma les yeux, le conflit rugissant en lui. Abandonner ou se battre? Partir et garder sa paix, ou rester et affronter la tempête? Il se souvint de la promesse qu'il s'était faite, au plus bas de sa vie, ne plus jamais être rabaissé. Abandonner maintenant serait trahir ce jeune homme qui avait juré de se relever. Ce serait laisser Sophie et Julien gagner. Ce serait effacer la mémoire d'Émilie par un acte de lâcheté. L'hésitation ne dura qu'un battement de cœur. Il ouvrit les yeux. Le doute s'était envolé, remplacé par une glace coupante. Il ne le voyait pas comme un client. Il ne le voyait pas comme un homme. Il le voyait comme un problème. Et Antoine Morgan était excellent pour résoudre les problèmes. La lutte ne serait plus pour la voiture. Elle serait pour quelque chose de bien plus grand. Il ne partirait pas. Il ne se battrait pas selon leurs termes. Il changerait le jeu complètement. Antoine ne bougea pas du banc. Il se contenta d'observer une statue de patience au milieu du flux pressé de la ville. Il savait qu'il ne pourrait pas gagner en entrant par la porte. Alors, il attendrait. À l'intérieur de la concession, Julien se sentait le héros du jour. Il se pavanait dans le salon, racontant sa version de l'histoire à quiconque voulait l'entendre, dépeignant Antoine comme un vieil homme fou et importun. « Vous auriez dû le voir », disait-il à un groupe de jeunes vendeurs qui le regardaient avec admiration. Le type pensait qu'il allait entrer ici avec ses vêtements et acheter une stallion. J'ai dû le remettre à sa place. Sophie, depuis son bureau vitré, observait avec approbation. Julien était agressif mais efficace. Il maintenait l'image d'exclusivité du magasin. Pour elle, les clients n'étaient pas des personnes, c'étaient des relevés bancaires ambulants. Ceux qui ne correspondaient pas au profil étaient des déchets à balayer. Antoine décida de faire une dernière tentative, non pas d'entrer, mais de comprendre. Il se leva et marcha lentement jusqu'à la vitrine, s'arrêtant dehors, regardant la voiture rouge. Il n'essaya pas d'ouvrir la porte. Il resta là, les mains dans les poches, un observateur silencieux. Julien le vit. L'occasion de se montrer une fois de plus était irrésistible. Il sortit de la concession, un sourire suffisant sur le visage.
Admirant ce que vous ne pourrez jamais avoir, papy, provoqua-t-il, la voix haute pour que les piétons sur le trottoir puissent entendre. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle coûte plus que ce que vous gagnerez en 10 vies. Antoine resta silencieux, le regard fixé sur la voiture. Son calme semblait irriter Julien encore plus. « Vous savez, nous avons un programme de financement, » continua le vendeur, le sarcasme dégoulinant de chaque mot. « Peut-être que si vous rassemblez votre retraite des 200 prochaines années, nous pourrons vous approuver pour acheter le pneu avant gauche. » La dignité d'Antoine était une muraille. Il ne s'altérait pas, ne répondait pas. Il se contentait d'absorber, cataloguant chaque insulte, chaque regard de mépris. L'auditoire passif sur le trottoir détournait le regard, mal à l'aise, mais personne ne disait un mot. Le manque de réaction d'Antoine enragea Julien. Il avait besoin d'une victoire plus nette. Il retourna à l'intérieur du magasin et appela un autre vendeur, un jeune homme nommé Hugo, qui idolâtrait le style agressif de Julien. « Viens ici, Hugo, nous allons donner une leçon d'économie à notre ami ici. » Les deux sortirent. Maintenant, ils étaient 2 contre 1. La dynamique changea. L'humiliation, auparavant un acte solo, devint un duo. « Mon collègue ici, Hugo, était justement en train de me dire, commença Julien, que peut-être le problème n'est pas le prix, peut-être que vous n'avez même pas où garer une voiture comme ça. Vous vivez sous un pont. » Hugo rit, un rire nerveux mais complice. « Oui, Julien, et la couleur rouge est peut-être trop voyante. Nous avons des modèles plus discrets, en miniature. Peut-être que ça correspondra mieux à votre budget. » Un client riche qui sortait du magasin s'arrêta pour assister au spectacle. Il portait un costume de lin blanc et un chapeau Panama. Il regarda Antoine de haut en bas et dit, d'une voix traînante de celui qui n'a jamais entendu un nom, « Franchement, Sophie, » cria-t-il à la directrice qui observait depuis la porte, « je ne crois pas que vous permettiez à ce genre de gens de salir le trottoir de votre magasin. Cela affecte l'image de la marque. » L'humiliation était désormais collective. Le mépris de Julien avait recruté des alliés. L'auditoire sur le trottoir, auparavant passif, avait maintenant un leader. Quelques sourires malveillants commencèrent à apparaître. La gêne se transforma en moquerie ouverte. Antoine était complètement isolé. C'est alors qu'il décida que le silence n'était plus une option. C'était l'heure d'un répit, une tentative de regagner le terrain perdu. Il se retourna, non vers Julien ou Hugo, mais vers le client en costume blanc. Sa voix, quand elle vint, fut étonnamment forte, empreinte d'une autorité qui fit que tous s'arrêtèrent un instant. « Monsieur, » dit Antoine, « l'image d'une marque n'est pas définie par le trottoir, mais par le caractère des personnes qui la représentent. Et ce que je vois ici est une absence totale de celui-ci. » Il se tourna ensuite vers Julien. « Et vous, jeune homme, un bon vendeur vend une voiture. Un vendeur exceptionnel vend un rêve. Vous ne parvenez même pas à vendre le respect. » Pendant 30 secondes, un silence atone envahit la scène. La confiance inattendue d'Antoine, la précision de ses mots, surprit tout le monde. Julien resta sans réponse, la bouche légèrement ouverte. Le client en costume blanc fronça les sourcils, offensé. Pendant un bref instant, il sembla qu'Antoine avait renversé la situation. Il sembla que la dignité l'emporterait. Mais alors, Sophie, qui avait assisté à tout cela avec une fureur grandissante, décida que c'en était assez. Elle marcha sur le trottoir, le visage rouge de colère. Elle ne serait pas défiée dans son propre magasin. « Ça suffit !» cria-t-elle, la voix stridente. Elle écrasa la petite victoire d'Antoine avec une brutalité calculée. Caractère, respect, vous venez ici, un moins que rien, un bon à rien, et vous osez parler de caractère à mes clients et à mes employés? Elle s'approcha jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du sien. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'un vieux sale qui essaie d'attirer l'attention. L'intervention de Sophie rompit le charme. La foule, auparavant hésitante, avait maintenant la permission de l'autorité suprême pour déchaîner son mépris. Les rires revinrent, plus forts et plus cruels. Sophie n'avait pas terminé. Elle voulait l'annihilation totale.
Elle voulait qu'il soit écrasé, que son âme soit blessée d'une manière qu'il n'oublierait jamais. « Vous voulez tant voir ce qu'il y a ici ?» dit-elle, une lueur perverse dans les yeux. Elle entra dans le magasin et revint avec un verre d'eau d'une table basse. Tous observaient, sans comprendre. Elle marcha jusqu'au bord du trottoir, près de l'endroit où se tenait Antoine. Et puis, délibérément, elle vida le verre et versa l'eau sur le sol en ciment à quelques centimètres de ses chaussures usées. L'eau forma une flaque sale. « Voilà !» dit-elle, la voix dégoulinante de venin. « Maintenant le sol est sale, ça vous va bien. Maintenant, s'il vous plaît, partez avant que je ne doive vraiment nettoyer mon trottoir. » L'acte fut si mesquin, si personnel et si dévastateur d'humiliation que l'air sembla être aspiré de la rue. Il n'y avait pas de réponse à cela. Aucun mot n'aurait pu réparer la brutalité de ce geste. Les rires s'arrêtèrent, remplacés par un silence choqué et gênant. Julien et Hugo regardèrent le sol, subitement honteux. Le client en costume blanc s'éclaircit la gorge et s'éloigna rapidement. Antoine resta immobile, regardant la flaque d'eau. Il ne regarda pas Sophie, il ne regarda personne. Il était complètement seul, abandonné au milieu d'une foule. L'humiliation était absolue. Il se retourna lentement et commença à s'éloigner, chaque pas lourd de la douleur du mépris. L'erreur était scellée. Antoine n'alla pas loin. Il s'arrêta sur le même banc de la place qu'auparavant, mais cette fois, il ne s'assit pas pour observer. Il s'assit parce que ses jambes semblaient flageolantes, incapable de le porter plus loin de la scène de son anéantissement. Le soleil de l'après-midi commençait à descendre, peignant le ciel de nuances d'orange et de violet, mais Antoine ne voyait pas la beauté. Il ne voyait que la flaque d'eau sale sur le trottoir, un reflet déformé de sa propre image aux yeux de ces personnes. L'humiliation n'était plus une piqûre, c'était un poids écrasant sur sa poitrine qui lui rendait la respiration difficile. L'impulsion de partir, de fuir, revint avec force. Pourquoi continuer, pensa-t-il. Il était Antoine Morgan, un nom murmuré avec révérence dans les salles de réunion du monde entier. Mais là, sur ce trottoir, il n'était qu'un vieil homme noir et sale. Que signifierait la victoire? Licencier quelques employés ignorants, acheter une voiture? Cela semblait si petit, si insignifiant face à la douleur profonde de ce moment. Peut-être valait-il mieux simplement oublier, rentrer chez lui, dans le silence de son penthouse, et laisser le monde continuer avec sa laideur. L'abandon était un sédatif tentant, promettant un soulagement immédiat de la douleur. Il faillit céder. Il faillit se lever pour prendre un taxi et effacer ce jour de sa mémoire. Puis d'un geste presque inconscient, sa main alla à la poche intérieure de sa veste. Ses doigts trouvèrent le cuir doux et usé de son vieux portefeuille. Il l'ouvrit. À l'intérieur, derrière un compartiment en plastique jauni par le temps, il y avait une photographie. C'était une petite photo, fanée au bord corné. Dessus, une jeune Émilie souriait, les yeux pleins de vie, devant la façade de leur premier atelier, l'atelier Morgan. Même s'ils n'avaient jamais eu d'enfant, le nom était une promesse d'avenir, d'héritage. Il se souvint du jour où la photo avait été prise. Un client s'était plaint que la graisse sur ses mains avait sali le billet de paiement. Antoine s'était senti humilié, mais Émilie l'avait tiré à part et avait dit « N'aie jamais honte du travail de tes mains, Antoine. C'est avec cette graisse que nous construisons nos rêves. » Regardez cette photo, ce sourire inébranlable fut comme un souffle de vie dans ses poumons. Abandonner n'était pas seulement une trahison envers lui-même, c'était une trahison envers elle, envers la mémoire de tout ce qu'ils avaient construit ensemble à partir de cette graisse et de ce rêve. La douleur de l'humiliation était toujours là, mais maintenant une autre chose brûlait plus fort, la flamme de la promesse. Il ne pouvait pas permettre que l'ignorance de Sophie définisse l'héritage d'Émilie. Il ne pouvait pas permettre que le mépris de Julien efface la fierté de ses mains calleuses. La décision se solidifia, non comme de la glace, mais comme de l'acier. Il ne partirait pas, il n'oublierait pas, il se battrait. Il rangea le portefeuille avec un soin révérencieux. Le vieux téléphone portable était mort, inutile. Mais Antoine Morgan ne se fiait jamais à un seul plan.
Il plongea la main dans l'autre poche, une poche secrète cousue dans la doublure de sa veste, et en sortit un petit objet. C'était un téléphone jetable, un téléphone anonyme, simple et prépayé, qu'il portait toujours sur lui pour les urgences ou lorsqu'il voulait un anonymat total. Il l'alluma. L'écran brilla d'une lumière bleutée. Il n'y avait qu'un seul numéro dans la liste des contacts sous le nom Ange Gardien. Il appuya sur la touche d'appel. Le téléphone ne sonna qu'une fois avant d'être décroché. « Monsieur Morgan ?» La voix à l'autre bout était jeune, calme et précise. C'était Lucas, son bras droit, le jeune et brillant avocat qu'il avait sorti d'un quartier défavorisé et transformé en l'un des juristes les plus redoutés du pays. Antoine ne perdit pas de temps en politesse. Sa voix était basse, mais empreinte d'un poids métallique. « Lucas, j'ai besoin de vous. Tout de suite. » Il y eut une pause d'une seconde. « Où êtes-vous, monsieur ?» Devant la concession principale du réseau Prestige Motors. Une autre pause, cette fois chargée de compréhension. « Je comprends. J'arrive. » Et Lucas, ajouta Antoine, avant de raccrocher. « Apportez les documents. Tous. Il est temps d'activer l'opération Phoenix. » À l'autre bout du fil, Lucas comprit parfaitement. Opération Phoenix était le nom de code qu'ils avaient donné à l'acquisition hostile du réseau Prestige Motors, une affaire qui était négociée en secret depuis des mois. Lucas regarda l'écran de son ordinateur. Par une coïncidence que seul le destin aurait pu orchestrer, l'audit final et le transfert de propriété avaient été achevés ce matin-là. La concession où se trouvait Antoine était le fleuron du réseau, l'actif principal. Lucas prit sa tablette. « J'arrive, monsieur, et j'ai de bonnes nouvelles. Le Phénix est déjà ressuscité. » Moins de 20 minutes plus tard, une berline noire, luxueuse mais sans ostentation, s'arrêta silencieusement à côté du banc de la place. La vitre teintée s'abaissa, révélant le visage sérieux de Lucas. Ce n'était pas un avocat ordinaire. Vêtu d'un costume gris, impeccable, son apparence jeune démentait la ruse d'un vétéran. Il avait été le protégé d'Antoine pendant une décennie, un garçon d'une intelligence féroce qu'Antoine avait trouvé dans un programme de bourse d'études et qu'il avait décidé de parrainer. Lucas voyait en Antoine non pas un patron, mais la figure paternelle qu'il n'avait jamais eue. « Monsieur Morgan », dit-il, la voix calme, mais avec une urgence contenue. Il ouvrit la portière de la voiture. « Je vous en prie, montez. » Antoine s'installa sur la banquette arrière. L'intérieur de la voiture était un sanctuaire de cuir et de silence, un monde à part de l'humiliation du trottoir. Lucas ne posa aucune question sur ce qui s'était passé. Il n'en avait pas besoin. Il connaissait Antoine trop bien. Il se contenta de remettre une tablette lourde et à la pointe de la technologie à son mentor. Sur le siège à côté, soigneusement plié, se trouvait un costume en cachemire bleu marine, une chemise blanche amidonnée et des chaussures en cuir italien. « Je crois que vous voudrez vous changer, » dit Lucas avec un léger sourire. « L'occasion l'exige. » Antoine prit le costume. Le tissu était doux et puissant sous ses doigts. Lucas se tourna du siège avant, ses yeux rencontrant ceux d'Antoine à travers le rétroviseur. « Tout est prêt, monsieur. L'acquisition a été finalisée à 9 heures ce matin. Légalement, vous êtes le propriétaire de chaque brique de cette concession depuis lors. » Il fit une pause, le sourire disparaissant, remplacé par une loyauté froide et affûtée. « Nous allons détruire leurs préjugés, morceau par morceau. » La promesse de Lucas n'était pas une bravade. C'était un fait. Sur la tablette, le premier écran qui s'ouvrit montrait l'organigramme complet de Prestige Motors. En haut, le nom de l'ancien PDG. En dessous, les directeurs régionaux et, enfin, les responsables des principales filiales. Le doigt de Lucas glissa sur l'écran et agrandit une case. Sophie Dubois, responsable de la filiale centrale. À côté du nom, une petite icône rouge clignotait. Lucas toucha l'icône. Une fenêtre s'ouvrit, révélant l'historique de Sophie. 3 poursuites judiciaires d'anciens employés pour harcèlement moral, toutes résolues par des accords de confidentialité.
12 plaintes formelles de clients au cours des 2 dernières années, la plupart citant un traitement discriminatoire et un comportement arrogant. Et le plus accablant, un rapport d'audit interne suggérant que Sophie gonflait les chiffres de vente avec de faux essais routiers pour atteindre les objectifs et obtenir des bonus plus importants. Antoine regarda les données, le visage impassible. L'humiliation qu'il avait ressentie n'était pas un acte isolé d'une employée stressée, c'était un modèle. C'était le symptôme d'une culture pourrie que Sophie non seulement permettait, mais encourageait. La colère froide qu'il ressentait auparavant avait maintenant un focus, un objectif. Ce n'était plus personnel, c'était structurel. « Et le vendeur ?» demanda Antoine, la voix basse. Lucas fit glisser son doigt de nouveau. Julien Martin, vendeur junior, engagé par Sophie il y a 6 mois. Aucune plainte formelle, mais les rapports de performance montrent qu'il a le taux le plus élevé de clients non qualifiés de l'équipe. Il fait fuir plus de gens qu'il n'en sert. Antoine absorba l'information en silence. Il ne faisait plus face à une insulte. Il faisait face à une maladie au sein de sa nouvelle entreprise. Et il était le médecin qui devait couper la partie infectée avant qu'elle ne se propage. Le plan dans son esprit commença à prendre forme, non plus sur la vengeance, mais sur la chirurgie d'entreprise. « Et quel est notre atout maître ?» demanda Antoine, même s'il connaissait déjà la réponse. Lucas sourit. Il ouvrit un autre fichier. Sur l'écran de la tablette apparut un document de plusieurs pages, rempli de jargon juridique, mais avec un titre clair et univoque. Contrat de transfert de propriété et de contrôle actionnarial entre Prestige Motors SA et Morgan Holdings Global. Et sur la dernière page, 2 signatures numériques estampillées de la date et de l'heure de ce matin-là. C'était la preuve décisive, irréfutable. Ils n'étaient pas seulement des investisseurs ou des actionnaires majoritaires. Ils étaient les propriétaires. Le contrôle était absolu et immédiat. L'ancien propriétaire, M. Dubois, croyait que la transaction ne serait annoncée que la semaine prochaine, expliqua Lucas. Il est complètement dans le noir. Pour tous, dans ce magasin, il est toujours le patron. Excellent, dit Antoine. Nous allons utiliser cela. Le plan se cristallisa. Ce ne serait pas une entrée triomphale, ce serait une infiltration. Ils n'annonceraient pas leur arrivée. Ils laisseraient les actions même de Sophie et Julien les condamner. « Lucas, je veux que vous entriez le premier, » instruisit Antoine. « Agissez comme un client riche et exigeant. Demandez à voir la Stallion 67. Enregistrez tout avec votre téléphone portable, discrètement. Je veux leur arrogance documentée. »« Et vous, monsieur ?» demanda Lucas. « J'entrerai quelques minutes plus tard. Je leur donnerai la chance de se racheter ou de s'enterrer définitivement. » Ils décidèrent du moment. La fin de l'après-midi, quand le magasin serait le plus fréquenté, la scène prête pour un public plus large. Le piège était tendu. Pendant qu'Antoine se changeait sur la banquette arrière de la voiture, se transformant de l'homme âgé humilié en milliardaire invisible, le téléphone portable de Lucas sonna. C'était son assistante. « Docteur Lucas, j'ai une information urgente. Je viens de recevoir un email de la secrétaire de M. Dubois. Il est en route pour la concession centrale. Apparemment, les employés lui ont organisé une fête de départ surprise. Il devrait arriver dans, au maximum, 15 minutes. » Le plan parfait eut soudain un accroc. La présence de Dubois compliquerait tout. Il aurait pu tenter d'intervenir, de créer une scène, de contester publiquement leur autorité avant que la poussière ne retombe. La révélation devait être propre, chirurgicale. L'arrivée de l'ancien propriétaire transformerait l'opération en un cirque. Lucas regarda Antoine à travers le rétroviseur. L'homme âgé était maintenant impeccable dans son costume bleu, la personnification du pouvoir silencieux. « Monsieur, nous avons un problème. Monsieur Dubois arrive ici. » Antoine termina d'ajuster sa cravate. Il regarda la concession, puis sa montre. Le calme sur son visage était inébranlable. « Ce n'est pas un problème, Lucas. C'est une opportunité. L'auditoire vient de s'agrandir. »
Il ouvrit la portière de la voiture. « Nous n'avons plus 15 minutes. Nous devons agir maintenant, avant que la fête ne commence. » La tension monta à un niveau presque insupportable. Le temps s'épuisait. La confrontation qu'ils avaient méticuleusement planifiée devrait être improvisée, accélérée. Antoine regarda Lucas, un éclat d'acier dans les yeux. C'est maintenant ou jamais. Le temps, auparavant un allié, était désormais un ennemi. Chaque seconde comptait. À l'intérieur de la voiture, ce qui était un plan stratégique se transforma en une course frénétique contre la montre. Antoine, maintenant l'image de la richesse et du pouvoir, prit les commandes avec une lucidité que seule une pression extrême peut forger. « Lucas, oublie l'entrée discrète. Allons droit au but, dit-il, la voix calme, mais coupante. Appelle notre équipe IT. Je veux un accès total aux caméras et au système audio de la concession, en 5 minutes. » Lucas était déjà le téléphone à l'oreille, transmettant les ordres dans un jargon technique et rapide. Activer le protocole Cheval de Troie. Accès total, priorité maximale. La cible est la filiale centrale de Prestige. Oui, maintenant. Pendant que Lucas coordonnait la prise de contrôle numérique du magasin, Antoine rassemblait les dernières pièces du piège. Il ouvrit le fichier du contrat d'acquisition sur la tablette. En quelques touches, il prépara le document pour qu'il soit affiché sur tous les écrans de la concession simultanément. Il ne voulait pas seulement raconter la vérité, il voulait qu'elle soit indéniable, affichée en haute définition pour que tous la voient. Il trouva également la vidéo de la caméra de sécurité du bâtiment d'en face que Lucas avait obtenue préventivement. La scène de l'humiliation, avec Sophie jetant l'eau à terre, était là, claire et accablante. Il la laissa prête, la première cartouche dans le chargeur. Le plan était simple et brutal. Lucas entrerait, affronterait Sophie et Julien, et au sommet de leur arrogance, Antoine prendrait le contrôle des systèmes du magasin, transformant le showroom en tribunal. La fête surprise pour M. Dubois deviendrait le théâtre de la chute de Sophie. Il devait choisir le moment parfait, le point culminant de l'humiliation pour le dénouement de la révélation. « L'équipe IT en ligne, monsieur, » dit Lucas, tendant le téléphone à Antoine. « Ils ont le contrôle. »« Excellent, » dit Antoine au téléphone. « Je veux qu'ils préparent une boucle du fichier vidéo preuve A et le document contrat final. À mon commandement, je veux qu'ils remplacent tout le contenu marketing sur les écrans. Et l'audio aussi. Couper la musique d'ambiance et diffuser le son de la vidéo. Compris ? » La confirmation arriva de l'autre bout du fil. Le piège numérique était tendu. Ils sortirent de la voiture. Antoine, dans son costume impeccable, et Lucas, avec l'assurance de celui qui porte la vérité en poche. Ils marchèrent vers l'entrée principale, non plus comme un homme âgé humilié et son avocat, mais comme le nouveau propriétaire et son exécuteur. Cependant, le destin avait encore un dernier obstacle à jeter sur leur chemin. En s'approchant de la porte vitrée, ils virent Sophie instruire 2 agents de sécurité robustes. Elle gesticulait, le visage tordu de rage, montrant la rue. « Et si ce vieux fou essaie d'entrer de nouveau, vous l'éloignez. Utilisez la force si nécessaire. Je ne le veux même pas sur le trottoir. Ai-je été clair ?» Les agents de sécurité acquiescèrent, croisant les bras et se postant comme des statues à l'entrée. L'accès par la porte principale était une fois de plus bloqué. L'ironie était palpable. Le propriétaire du bâtiment était bloqué à sa propre porte. Pendant un instant, la frustration menaça de prendre le dessus. Le temps s'épuisait. Monsieur Dubois pouvait arriver à tout moment. Lucas se pencha vers Antoine. « L'entrée de service, par derrière. C'est notre seule chance. » Antoine acquiesça d'un hochement de tête. L'improvisation était désormais la seule stratégie. Ils reculèrent dans l'ombre de la rue et firent le tour du pâté de maison. L'entrée de service était une porte métallique sans identification, dans une allée sale, l'opposé du glamour de la façade. Un employé de maintenance, vêtu d'une combinaison tachée de graisse, fumait une cigarette à l'extérieur. Il regarda les 2 hommes en costume avec méfiance. « L'allée est sans issue, messieurs. » Lucas s'avança. L'autorité dans sa voix était inéquivoque.
Nous devons entrer. Affaire de la direction. L'employé rit. La direction, il n'entre pas par ici. L'entrée principale est là-bas. Lucas sortit son téléphone portable de sa poche. Il ne montra pas d'identité. Il montra du pouvoir. Il composa un numéro. Je suis à l'entrée de service de la filiale centrale. Il y a un employé ici qui refuse de nous donner accès. Quel est son nom? Lucas regarda le badge de l'homme. Marc. Oui, Marc. S'il vous plaît, informez Marc que le nouveau chef de la sécurité de Morgan Holdings aimerait lui parler de sa coopération. Le visage de Marc pâlit. Morgan Holdings. Le nom était inconnu, mais le ton de Lucas était terrifiant. Sa cigarette tomba à terre. Il prit rapidement un trousseau de clés et ouvrit la porte. « Excusez-moi, monsieur, je ne savais pas. Vous pouvez entrer. » Ils entrèrent. Le couloir arrière était sombre et sentait les produits de nettoyage. C'était le sous-sol de la concession, l'endroit que les clients ne voyaient jamais. Ils étaient à l'intérieur. Le piège était tendu. Le dernier obstacle avait été surmonté. Ils marchèrent le long du couloir, le son feutré de la musique et des conversations du showroom devenant de plus en plus fort. Ils s'arrêtèrent devant une porte qui donnait sur le salon principal. Antoine posa une main sur l'épaule de Lucas. « Que la fête commence, » murmura-t-il. « Nous serons la surprise. » La porte s'ouvrit sur une scène de célébration. Des ballons argentés et dorés flottaient près du plafond, et une banderole improvisée avec les mots « Monsieur Dubois, vous nous manquerez » pendait de travers entre deux colonnes. Employés et quelques clients VIP se réunissaient en petits groupes, riant et conversant, coupe de champagne à la main. Au centre de tout, Sophie et Julien étaient les maîtres de cérémonie officieux. Ils venaient de recevoir la nouvelle que M. Dubois était à quelques minutes, et l'adrénaline de la surprise les rendait euphoriques. Sophie, en particulier, était à l'apogée de son pouvoir. Elle se sentait intouchable. Avec le départ imminent de Dubois, elle se voyait comme la successeur naturelle, la nouvelle reine de ce petit empire de luxe. Elle leva sa coupe, attirant l'attention de tous. « Amis, collègues !» commença-t-elle, la voix résonnant d'une confiance arrogante. « Aujourd'hui, nous disons adieu à un leader, Monsieur Dubois, mais nous célébrons aussi l'avenir. Un avenir où la marque Prestige continuera d'être synonyme d'excellence, d'exclusivité et surtout de standing. » Elle fit une pause, regardant autour du salon. « Aujourd'hui même, nous avons eu un petit incident qui renforce l'importance de maintenir ce standing. Nous avons dû faire face à un élément indésirable, quelqu'un qui ne comprend pas ce que signifie appartenir à ce monde. » Elle sourit, un sourire complice à Julien. « Mais nous nous en sommes occupés, parce qu'ici, nous protégeons notre environnement. Nous garantissons que seules les bonnes personnes profitent de ce que nous avons à offrir. Certains types de personnes ne comprennent tout simplement pas ce qu'est la classe, et il est de notre devoir de leur rappeler gentiment leur place. » La phrase fut accueillie par quelques hochements de tête et rires étouffés. Sophie se sentait triomphante. Elle ignorait que chaque mot arrogant était un autre clou dans son propre cercueil. Cette phrase, leur rappeler gentiment leur place, résonnerait dans ses cauchemars. Ce fut à ce moment précis que les lumières du showroom clignotèrent une fois, puis baissèrent légèrement. La musique d'ambiance, un jazz doux, fut brusquement coupée, remplacée par un silence lourd et en suspens. Tous les écrans de la concession, qui auparavant affichaient des vidéos promotionnelles de voitures rapides sur des routes sinueuses, devinrent noirs. Pendant une seconde, tous pensèrent à une panne de courant. Sophie fronça les sourcils, irritée par l'interruption. Qu'est-ce qui se passe avec l'électricité? Alors, les écrans s'animèrent, mais pas avec les logos de Prestige Motors. Ce qui apparut fut une vidéo granuleuse, filmée d'un angle élevé, de l'autre côté de la rue. L'image montrait le trottoir devant le magasin. Elle montrait Julien et Hugo se moquant d'un homme âgé. Elle montrait le client en costume blanc criant à Sophie. Et puis, elle montrait Sophie en gros plan, marchant délibérément et jetant un verre d'eau à terre, près des pieds d'Antoine.
L'audio capté par le microphone sensible de Lucas était cristallin. La voix de Sophie. Maintenant le sol est sale. Ça vous va bien, résonna à travers le système audio de la concession, emplissant le salon silencieux. Un soupir collectif parcourut la foule. Les gens regardèrent de l'écran à Sophie, dont le visage avait perdu toute couleur. Elle ressemblait à un fantôme, la coupe de champagne tremblant dans sa main. Julien resta paralysé, la bouche ouverte sous le choc. Avant que quiconque ne puisse traiter complètement ce qu'il voyait, la vidéo fut remplacée par un document, un contrat. Et en haut, en lettres capitales, le titre « Contrat de transfert de propriété et de contrôle actionnarial entre Prestige Motors SA et Morgan Holdings Global ». Le document défila vers le bas, révélant la dernière page. La signature de M. Dubois et, à côté d'elle, la signature d'Antoine Morgan, le nouveau propriétaire. Sophie balbutia, la voix un murmure rauque. « Ceci, c'est un faux. C'est un montage. Sécurité. » Mais les agents de sécurité étaient aussi choqués que tout le monde. C'est alors qu'Antoine et Lucas émergèrent du couloir arrière, s'arrêtant au bord du salon. Antoine, dans son costume impeccable, était l'image du pouvoir. Lucas, à ses côtés, tenait la tablette comme un sceptre. « Faux, Madame Dubois », dit Lucas, la voix calme, mais amplifiée par le silence mortel. Il toucha la tablette. Sur les écrans, la vidéo de l'humiliation fut remplacée par une photo haute résolution d'Antoine. Sous la photo, une courte biographie, Antoine Morgan, fondateur et PDG de Morgan Holdings Global, fortune nette estimée, 50 milliards de dollars. La mâchoire de Sophie tomba. Ses yeux s'écarquillèrent de pure terreur, alors qu'elle regardait du milliardaire sur l'écran à l'homme âgé qu'elle avait humilié. C'était la même personne. La réalisation la frappa avec la force d'un train. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Julien, quant à lui, semblait sur le point de s'évanouir. Il regarda Antoine avec une horreur abjecte, le visage pâle et en sueur. Leur monde, bâti sur l'arrogance et l'exclusivité, se fissurait dans ses fondations. La fête était finie, le jugement avait commencé. Le silence qui suivit la révélation ne fut pas un silence vide. Ce fut un vide, dense et lourd, où chaque personne dans le salon retraita les événements du jour sous une lumière nouvelle et terrible. Le premier son fut celui d'une coupe de champagne glissant d'une main tremblante et se brisant sur le sol de marbre. Le bruit aigu rompit le sortilège. Le silence se transforma en un murmure bas, une vague de chuchotements qui grandit rapidement. « C'est lui ! Mon Dieu, c'est Antoine Morgan, je n'y crois pas. » Les téléphones portables, auparavant rangés dans les poches, émergèrent comme des lucioles dans une nuit sombre. Tous pointés sur la scène, enregistrant la chute en temps réel. La réaction de l'auditoire fut une cascade de changements d'allégeance. Le client en costume blanc, qui avait raillé Antoine sur le trottoir, fut le premier à reculer. Il fit littéralement un pas en arrière, essayant de se fondre dans la foule, le visage un masque de panique, alors qu'il tentait de se distancer de Sophie, comme si la proximité pouvait l'incriminer. Hugo, le jeune vendeur qui avait ri avec Julien, regardait maintenant son mentor avec une expression de trahison et de peur, s'éloignant lentement de lui. Les autres vendeurs, qui admiraient auparavant l'audace de Sophie, la regardèrent maintenant avec un mélange d'horreur et de mépris. Ils n'étaient pas seulement choqués, ils avaient peur, peur d'être associés à elle, d'être entraînés au fond du gouffre avec elle. L'auditoire, qui quelques heures plus tôt avait été un complice passif ou actif de l'humiliation, était maintenant devenu un jury unanime et hostile. Les regards qui auparavant étaient de dédain pour Antoine étaient maintenant de fureur pour Sophie. Elle était complètement isolée, une île de terreur au milieu d'une mer de condamnation. Dans une tentative désespérée de se sauver, elle se tourna vers la foule, les bras ouverts en supplication. « Vous ne comprenez pas, il ressemblait à un... » Mais elle ne put terminer la phrase. Personne ne l'écoutait. Les murmures se transformèrent en accusations ouvertes. « Comment as-tu pu » cria une femme. « Honte à toi » cria un autre homme.
La fête surprise s'était transformée en un lynchage social et Sophie était la cible. À l'apogée du chaos, la porte principale s'ouvrit. Monsieur Dubois, un homme aux cheveux blancs et au sourire aimable, entra en criant « Surprise !» seulement pour s'arrêter brusquement, le sourire se figeant sur son visage en assistant à la scène. Il vit les écrans, le visage d'Antoine Morgan et l'expression de pure panique de Sophie. Il comprit tout en un instant. Sophie vit Dubois et, dans un dernier acte de désespoir, courut vers lui. « Monsieur Dubois, Dieu merci, vous devez m'aider, il y a une terrible méprise. » Dubois la regarda, puis Antoine, qui restait calme et immobile de l'autre côté du salon. La déception sur le visage du vieux PDG était profonde. « La seule erreur ici, Sophie, a été ma confiance en vous. » Il s'éloigna d'elle comme si elle était malade. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. La chute de Sophie fut spectaculaire. Elle tenta un dernier recours, le déni. « Je n'ai rien fait, cette vidéo est fausse, j'exige de voir mon avocat. » Antoine fit un pas en avant. Sa voix, quand il parla, n'était pas forte, mais coupa le bruit comme une lame. « Madame Dubois, votre avocat aura beaucoup de travail, non seulement avec votre licenciement pour faute grave, qui est le moindre de vos problèmes, mais aussi avec les accusations de fraude que mon équipe d'audit a découvertes ce matin. » Il fit une pause, laissant le poids du mot « fraude » s'installer. Et quant à la vidéo, nous avons le témoignage de chaque personne dans cette salle qui a assisté à votre performance. En direct. Le visage de Sophie s'effondra. Le déni fit place à la panique pure. Elle regarda autour d'elle, cherchant une sortie, une voie de fuite. Ses yeux se fixèrent sur la porte de derrière par laquelle Antoine était entré. Elle commença à courir maladroitement, ses talons se tordant dans sa fuite désespérée. Mais les deux agents de sécurité, les mêmes qu'elle avait instruits pour bloquer Antoine, se mirent maintenant à lui barrer le chemin, leur visage impassible. Elle était coincée. Julien, d'autre part, choisit un chemin différent. Il tomba à genoux, littéralement. Il se traîna sur le sol vers Antoine, les larmes coulant sur son visage. « Monsieur Morgan, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je suis jeune, j'ai été stupide. Je ne faisais que suivre les ordres. S'il vous plaît, ne détruisez pas ma vie. » Antoine regarda le jeune vendeur agenouillé à ses pieds. Il ne ressentit ni colère, ni pitié. Il sentit seulement un vide. Il passa devant Julien comme s'il n'existait pas, sans dire un mot. Le silence fut plus accablant que n'importe quel cri. Il marcha jusqu'au centre du salon, l'épicentre du chaos qu'il avait créé. Il s'approcha de Sophie, qui pleurait maintenant silencieusement, coincée par les agents de sécurité. Il ne lui parla pas. Il se tourna vers Lucas. « Lucas, lancez les procédures de licenciement pour Madame Dubois et Monsieur Martin et offrez le poste de directeur par intérim à Marc de la maintenance. Il semble être le seul ici qui sait ouvrir une porte aux bonnes personnes. » Puis il regarda la Stallion 77, la voiture rouge qui avait tout déclenché. Il sortit une carte de sa poche et la tendit à Lucas. « Vendez cette voiture, faites don de 100% de sa valeur à l'institution caritative que Émilie et moi avons fondée, celle pour les bourses d'études destinées aux jeunes à faible revenu. » Il ne célébra pas. Il ne sourit pas. Il se contenta de prendre une profonde inspiration, le premier soupir véritablement libre de la journée. Il se retourna et marcha vers la sortie, la foule s'ouvrant devant lui. Le silence d'après-bataille était assourdissant. La guerre était finie. Antoine ne regarda pas en arrière. Il traversa la porte vitrée de la concession et s'arrêta sur le trottoir, à l'endroit exact où, quelques heures plus tôt, sa dignité avait été attaquée. L'air du soir était frais mais pur. Il respira profondément, l'oxygène emplissant ses poumons comme si c'était la première fois. Le chaos à l'intérieur du magasin, les chuchotements, les flashs des téléphones portables, tout semblait un écho lointain, le son d'un monde auquel il n'appartenait plus. Il ne ressentait ni l'euphorie de la victoire, ni la satisfaction de la vengeance. Il ressentait seulement un profond et épuisant soulagement, comme un soldat qui rentre enfin chez lui après une longue guerre. Lucas sortit peu après, s'arrêtant à ses côtés.
Le jeune avocat, normalement si composé, avait une lueur d'admiration dans les yeux. C'était poétique, monsieur Morgan. Antoine se contenta d'acquiescer, le regard perdu dans le flux des voitures qui passaient dans la rue. Il n'avait pas besoin de mots. Le silence entre eux était de totale compréhension. « La voiture attend, monsieur », dit Lucas, désignant la berline noire qui les attendait. Antoine marcha jusqu'au véhicule, monta sur la banquette arrière et ferma la portière, laissant derrière lui non seulement une concession en crise, mais aussi les fantômes d'une ancienne humiliation. Tandis que la voiture s'éloignait, il vit par la vitre arrière l'arrivée d'une voiture de police, ses lumières bleues et rouges peignant la façade du magasin de teintes de Scandale. Il ferma les yeux. La justice, pensa-t-il, n'a parfois besoin que d'un coup de pouce. Quelques jours plus tard, le contraste entre les deux réalités était saisissant. Dans une scène rapide et sans phare, nous voyons Sophie. Elle n'est pas dans un bureau vitré, mais dans une petite salle d'attente d'une agence de placement. Elle porte des vêtements simples, les cheveux attachés sans soin. Son nom est appelé et elle se lève, le visage fatigué et dépourvu de son ancienne arrogance. Elle n'est plus la reine d'un château de luxe. Elle n'est qu'une personne de plus dans la file, son histoire, une note de bas de page dans les annonces d'emploi. La narration ne se délecte pas de sa souffrance. Elle constate simplement, avec froideur, la conséquence de ses actes. Dans un contraste délibéré, la scène coupe sur Antoine. Il n'est pas dans une salle de réunion ou dans son luxueux penthouse. Il est de retour à sa première passion. L'atelier Morgan, l'atelier d'origine, n'a jamais été vendu. Il l'avait gardé comme un sanctuaire, un hobby. Maintenant, nous le voyons là, portant une combinaison de travail, les mains couvertes de graisse, exactement comme Émilie l'aimait. Il est penché sur le moteur d'une voiture classique, un modèle ancien qu'il restaure personnellement. Le son d'une clé à molette serrant un boulon est la seule musique ambiante. Il ne bâtit pas un empire, il répare une machine. Et dans chaque pièce qu'il nettoie et ajuste, il semble se réparer lui-même. Un jeune homme, l'un des boursiers de la fondation d'Émilie, travaille à ses côtés, apprenant le métier. Antoine lui enseigne non seulement les moteurs, mais aussi la patience et la précision. Il sourit, un sourire authentique, paisible, qui n'était pas apparu sur son visage depuis longtemps. Il ne prouve plus sa valeur au monde. Il vit simplement, trouvant de la joie dans le travail de ses propres mains. La richesse n'est pas dans les milliards sur son compte bancaire, mais dans la graisse sous ses ongles. Une semaine plus tard, l'épreuve finale a lieu. Le moment qui prouve que la transformation d'Antoine est réelle et durable. Il est dans l'atelier, polissant l'aile de la voiture restaurée, lorsqu'un jeune livreur entre en hâte, portant une lourde boîte. Le jeune homme, nerveux et surchargé, trébuche. Pour se rééquilibrer, il s'appuie sur la voiture classique et la boucle métallique de sa ceinture raye la peinture fraîchement polie, laissant une marque blanche et disgracieuse sur la carrosserie bleu profond. Le son du métal griffant le métal semble résonner dans l'atelier silencieux. Le jeune livreur se fige, la terreur s'empare de son visage. Il regarde la rayure, puis Antoine, les yeux écarquillés de panique. Il connaît la valeur de cette voiture. Il s'attend à des cris, un licenciement, un procès. Il s'attend à la fureur d'un homme riche dont le jouet a été brisé. Antoine s'approche lentement. Il regarde la rayure, un défaut visible sur son chef-d'œuvre. Il passe son doigt sur la marque, le visage impassible. Le jeune homme commence à bégayer. « Monsieur, je suis tellement désolé. Je ne l'ai pas vu. Je peux payer, je le jure. Je travaillerai le reste de ma vie s'il le faut. » Antoine lève les yeux de la rayure et les fixe sur le visage terrifié du jeune homme. La scène reflète le début de son parcours. Un jeune homme effrayé devant une figure d'autorité, attendant la punition. Mais Antoine n'est plus l'homme qui doit prouver son pouvoir. Il a appris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la punition, mais dans le pardon. Il sourit, un sourire chaleureux et paternel. « Mon enfant, dit-il, la voix douce, tout va bien, ce n'est que du métal. Le métal, ça se répare. » Il lui pose une main sur l'épaule.
L'important est, vous allez bien? Vous ne vous êtes pas blessé? Le jeune homme, choqué par la compassion inattendue, ne peut qu'acquiescer, les larmes de soulagement lui montant aux yeux. Dans ce simple acte de grâce, Antoine prouve sa transformation. Il n'a pas seulement vaincu ses bourreaux, il a vaincu le fantôme de l'humiliation en lui-même. Il a finalement compris ce qu'Émilie a toujours su. La dignité ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans la façon dont vous traitez les gens. L'histoire d'Antoine nous montre une vérité puissante. La véritable valeur d'une personne ne réside pas dans son compte en banque, ses vêtements ou la couleur de sa peau. Elle réside dans son caractère, sa résilience et la dignité avec laquelle elle affronte le monde, même lorsque le monde est cruel. Il a été humilié, rabaissé et rejeté, mais il a refusé de laisser le préjugé des autres définir qui il était. Elle nous rappelle que la plus grande des vengeances n'est pas de détruire ceux qui nous ont blessés, mais de construire une meilleure version de nous-mêmes. Une version qui choisit la compassion plutôt que la colère, la grâce plutôt que la rancune. Son parcours, du trottoir de l'humiliation à l'atelier de la rédemption, est un témoignage de l'esprit humain.